première vidéo sur le sujet 0 du CAPES 2026 pour l'épreuve numéro 1. Plusieurs personnes m'ont demandé si je pouvais fournir un corrigé pour l'épreuve numéro 2. Cette épreuve numéro 2 est davantage tournée vers la pédagogie, quand la première est davantage académique, censée, attester d'un niveau de technicité mathématique suffisant pour enseigner. La suivante s'assure que vous avez des capacités d'analyser des erreurs, que vous repérez d'éventuels soucis dans une rédaction de quelqu'un. Donc ce sont des qualités différentes de la première épreuve et du coup ça fait effectivement, c'est d'autres compétences qui sont évaluées dans cette deuxième épreuve. Donc je vous propose de regarder ce que j'ai fait. Alors vous allez voir que, c'est écrit concours externe Bac plus 3 du CAPES. On est plutôt dans du Bac plus 1, voire du Bac presque tout le temps. C'est-à-dire que les notions, vous ne verrez pas d'intégrale de Lebesgue, de topologie, de convergence dominée, vous ne verrez pas de groupe, d'anneaux ou de corps dans tout ça. On est loin d'un programme Bac plus 3, on est plutôt sur du Bac plus 1, avec un recul pédagogique. Voilà, après tout, finalement, je trouve ça adapté, moi. Bien, donc on va regarder un petit peu ce sujet, comment il est fait. Et dans cette première partie, vous voyez, ça s'appelle exercice de critique et rédaction mathématique. Donc, de quoi s'agit-il? On vous donne un exercice, un énoncé, on vous fournit une réponse, et il s'agit de critiquer la réponse. Alors, critiquer au sens, on vous dit, il faut préciser des éléments qui permettent de repérer des erreurs, on verra un peu plus tard les consignes précises. Et puis ensuite, il faudra rédiger avec soin une réponse correcte. Donc évidemment, il faut savoir faire l'exercice, et puis il faut savoir critiquer une réponse qui est donnée. Alors je vous propose donc de commencer par l'exercice 1. On vous dit en 3 de rédiger avec soin une réponse correcte. Donc de toute façon, il faudra résoudre l'exercice. Et je pense, vous voyez, que pour critiquer correctement les réponses fournies, à mon avis, il vaut mieux faire la 3 en premier. C'est limite si moi j'aurais pas dit aux étudiants, commencez par résoudre l'exercice, puis critiquer ce qui est proposé. C'est peut-être volontaire, il y a peut-être quelque chose derrière tout ça, mais c'est vrai que critiquer avant de faire soi-même, ça me paraît pas naturel. Donc ce que je vous propose, c'est de résoudre vous-même l'exercice en premier, proprement. Il faut résoudre un système linéaire avec 3 équations et 3 inconnus. Je voudrais pas passer pour quelqu'un de prétentieux en disant ça, mais pour moi, l'énoncé est incomplet. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre le système sigma? Normalement, c'est trouver l'ensemble des triplés x, y, z. Vérifions ça. Oui, mais c'est trouver l'ensemble des triplés x, y, z appartenant à quel ensemble de nombres? N, Z, D, Q, R, C. On ne sait pas. C'est résoudre dans R3. Peut-être qu'il voulait dire ici. Je vais commencer par dire que je vais résoudre dans R3 le système qui est là. Si je mets un peu au point l'énoncé, moi je vais appeler S l'ensemble des triplés de réels qui vérifient le système sigma. J'aurais très bien pu le résoudre dans C3 d'ailleurs. Et donc, c'est quoi les compétences derrière tout ça? Il s'agit de comprendre que certaines opérations, dites opérations de Gauss, permettent de passer d'un système à un système plus simple à résoudre sans modifier l'ensemble des solutions. Et qu'est-ce qui crée cette non-modification de l'ensemble des solutions? C'est qu'il va y avoir équivalence entre satisfaire le premier et satisfaire le deuxième système transformé. C'est ça qui va créer l'invariance de l'ensemble solution. Donc, ici, c'est ce que je vais faire. Et les opérations de Gauss, alors j'imagine que ça fait partie des choses qu'on admet. Est-ce que les opérations de Gauss ne modifient pas l'ensemble de solutions du système? On l'admet. Enfin, je pense que c'est pas clair c'est pas clairement dit quand on s'inscrit à cette épreuve, mais voilà, c'est au programme de première année. Donc du coup, moi je vais faire cette résolution en appliquant les opérations de Gauss. Alors, de quoi s'agit-il, opération de Gauss? Je choisis un pivot, une ligne, par exemple la première, et toutes les autres lignes, chacune des autres lignes, peut être remplacée par
elle-même, plus une combinaison avec la ligne pivot. Et ça, cette opération ne modifiera pas l'ensemble solution. Voilà ce que dit l'algorithme du pivot de Gauss. Donc ici, par exemple, je vais décider de prendre le pivot orange qui est ici, et je vais remplacer L2 par L2 plus pivot, puis je vais remplacer L3 par L3 plus pivot, dans le but de, évidemment, avoir un sous-système ici, où il y a une inconnue en moins, puisqu'ici il n'y a plus que deux équations, deux inconnues. En plus, par bonheur, tout est facile, ça a éliminé du même coup une autre inconnue. Donc j'ai un système en une opération, en une étape qui est triangulaire. Aucune difficulté alors, puisque 2y égale 5, vous pouvez remplacer dans la L2, 2y par 5, vous obtenez 2x égale moins 2. Puis vous remplacez ici la ligne numéro 1, vous la multipliez par 2, et vous remplacez 2y et 2x par respectivement 5 et moins 2, vous obtenez 2z. Finalement, x, y, z, c'est 1 demi de moins 2, 5, moins 1, et vous avez résolu votre système. L'ensemble S, c'est l'ensemble ayant pour seul élément le triplet moins 1, 5 demi, moins 1 demi. Du coup, on jette un œil à la réponse, et on voit qu'ici, il y a clairement trop de solutions. Donc il y a forcément une erreur. De toute façon, quand on lit la consigne, on se doute qu'il y a une erreur, parce que vous voyez, c'est écrit « Les réponses fournies sont-elles exactes ?» pour l'interrogation, suspense. Et juste après, justifier les éléments qui permettent de repérer les erreurs. Bon, alors s'il y a des erreurs, c'est que c'est pas exact. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de question. Donc, évidemment, c'est pas exact ce qui est fourni. Et on va donc maintenant essayer de répondre sur la copie. Hein. Qu'est-ce qu'on mettrait sur la copie? Alors, je ne vais pas rédiger ce que je mettrai sur la copie, je vais le dire à l'oral. Mais je vais vous dire dans l'ordre ce que je mettrai. D'abord, je commencerai par mettre au point l'énoncé. Et je dirais, je vais résoudre dans R3 ce système. Ce n'est pas écrit dans l'énoncé, alors je vais prendre la liberté de le résoudre dans R3. J'aurais pu le résoudre dans C3, ça ne changeait rien à ma résolution. J'aurais trouvé d'ailleurs le même triplet dans C puissance 3 ici. Donc ça, c'est le premier truc que je vais dire. Je résous dans R3 et j'en profite pour nommer l'ensemble solution. Puis, une fois que j'ai fait ça, faut bien que je réponde à 1. Mais quand je regarde 1 et 2, j'ai vraiment du mal à voir la différence entre les deux consignes. Si vous précisez des éléments qui permettent de repérer des erreurs, vous allez nécessairement critiquer la rédaction qui est proposée. Je veux dire, c'est difficile de dissocier 1 et 2. Je me demande si moi je mettrais 1 et 2 sur la copie, et je répondrais en mélangeant les deux, parce que j'ai du mal à dissocier les deux consignes. Donc, en essayant quand même de répondre un peu dans l'ordre, je dirais, premier élément qui va me permettre de repérer une future erreur possible. Parce que ça, vous avez vu, la consigne est un peu bizarre. Justifier un élément qui permet de repérer une erreur. Justifier un élément, on ne peut pas justifier un élément qui permet de repérer une erreur. On va avoir du mal à résoudre le système, pourquoi ? Parce que comment peut-on donc résoudre un système si on ne dit même pas, on n'a même pas de nom pour évoquer l'ensemble des solutions. À aucun moment, on ne parle de l'ensemble de solutions. Donc moi, le premier truc que je dirais ici, comme élément qui permet de repérer qu'il va y avoir un problème, c'est l'absence de nommage de l'ensemble solution. Ça empêche d'évoquer facilement cet ensemble, alors qu'il concentre toute notre attention. C'est ce que j'ai écrit ici. Ensuite, vous avez vu dans la résolution qu'on a faite, l'essentiel dans une résolution comme ça, c'est de garantir que entre un système et le suivant, il y a invariance de l'ensemble solution. Mais nulle part ici, il n'est indiqué qu'il y a équivalence, c'est-à-dire qu'il va y avoir invariance de l'ensemble des solutions. Nulle part. Il y a des opérations qui sont faites sans que la personne ait l'impression de se soucier d'une quelconque invariance de l'ensemble solution. Bon, alors là, clairement, on sent qu'il va y avoir des erreurs. Donc, peut-être que c'est ça qu'ils veulent dire. C'est, je dirais, la non-mobilisation d'un algorithme qui garantit l'invariance de l'ensemble solution au fur et à mesure des transformations du système initial. Voilà, pour moi, sont les deux problèmes dans cette rédaction. Ensuite, si on veut détailler davantage, parce que je ne sais pas si ça suffit au correcteur, on peut quand même regarder ligne par ligne ce qui se passe. Donc, on résout ce système par combinaison linéaire.
Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, on résout ce système par combinaison linéaire. Parce que par combinaison linéaire, c'est pas une méthode de résolution qui garantit quoi que ce soit. On peut faire des combinaisons linéaires sans garantir quoi que ce soit. Donc déjà, moi, j'éviterais le par combinaison linéaire. Et je dirais qu'il est maladroit, parce que c'est pas parce qu'on fait des combinaisons linéaires qu'on va garantir, quelque part, l'invariance de l'ensemble solution. Donc déjà, moi, je dirais combinaison linéaire à éviter, et dire par la méthode du pivot de Gauss. Pourquoi pas? Ensuite, du coup, si on fait ça, est-ce que là, c'est ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va respecter? Si on ajoute membre à membre 1 et 2, oui, ça veut dire que, et qu'on remplace 1, on a appliqué une transformation qui laisse invariant l'ensemble solution, d'après ce que j'ai énoncé tout à l'heure. On a bien remplacé une ligne par elle-même plus une combinaison des autres lignes. Pas de problème. Ensuite, on ajoute membre à membre 3 et 2, même chose. Donc là, toujours pas de problème. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on a modifié 1 et 2, et on se remet à jouer avec le 1 du départ. Alors là, ça va pas, parce qu'on n'est plus du tout dans la troisième, dans une opération de Gauss. Si vous vous amusez à faire successivement étape 1, étape 2, c'est bien du Gauss, mais quand vous regardez étape 3, le 1 qui est évoqué ici n'est pas le 1 de l'étape précédente, mais le 1 de la toute première étape. Et donc, vous avez perdu l'algorithme du pivot de Gauss. Et donc, à l'étape 3, moi je dirais, dès l'étape 3, il n'est pas garanti que cette transformation ne laisse pas invariant, il n'est pas garanti qu'elle laisse invariant l'ensemble solution. Parce que c'est pas du pivot de Gauss, donc rien de garanti. Alors peut-être que oui, peut-être que non. Et on va pouvoir dire, et en fait, il y a bien une erreur, puisque le système obtenu a plus de solutions, car en effet, la dernière phrase est vraie, on peut vérifier que la dernière phrase est vraie, mais la dernière phrase est vraie, c'est-à-dire qu'il y a bien une infinité de solutions à ce système-là, sauf que ce système-là n'est pas du tout équivalent au premier système, on a simplement une inclusion, puisqu'on avait des donc successifs, on avait simplement une inclusion de l'ensemble solution initiale dans l'ensemble solution de ce dernier système. Mais il n'y a pas égalité de l'ensemble des solutions. En gros, tout ce qui est solution du système initial est solution d'ici, mais la réciproque est fausse. On a trop de solutions dans le suivant. Alors, comment on justifie qu'il y a trop de solutions? Par exemple, en disant que 0, on remplace t par 0 par exemple, on voit que 0, 3,5, moins 3,5, S est bien solution de S1, mais pas de S tout court, de sigma. Il est bien solution de sigma 1, mais pas de sigma tout court. Donc, la dernière phrase est fausse. Voilà. Donc voilà, moi, ce que je dirais sur cet exercice. Mais je ne sais pas, j'avoue que qu'est-ce que je laisserais comme trace écrite, je ne sais pas trop. Puis je ne sais pas s'il y a une solution idéale. Je pense même que parmi les gens qui vont corriger ça, il n'y en a pas un qui écrira la même chose que son voisin, parmi les correcteurs. Il y a peut-être, à mon avis, au moment quand le jury se réunit, il y a des éléments déclencheurs comme au moins nommer l'ensemble solution et parler d'un algorithme qui laisse invariant l'ensemble solution. Pour moi, c'est ça. Ensuite, pour l'exercice numéro 2, donc c'est la même consigne, faut trouver des éléments qui permettent de voir s'il y a des erreurs et puis corriger le problème. Donc, on va lire l'exercice. Bon, je pense que le sujet n'a pas été beaucoup relu, parce que à la fois dans la tournure, ici, il manque résoudre dans R3 ou dans C3, enfin bref, dans un corps, quoi, contenant Z. Et ici, donc il y avait déjà un petit manquement, mais alors là, vous voyez, on sent que ça n'a pas été relu. Soit N dans grand N et soit UN, le même N, bon c'est bizarre parce qu'il est muet ici et il n'est pas muet ici, et soit UN la suite réelle donnée, pourquoi pas U d'ailleurs, soit U la suite réelle donnée par. Donc, soit N dans grand N et soit UN la suite réelle donnée pour N dans grand N par ceci. Bon, ça fait beaucoup de N qui rebougent dans tous les sens. On aurait pu dire soit U, la suite définie pour N dans grand N par UN égale 2N plus 1 sur N plus 1. Voilà. Le réel est évident, puisque si N est dans grand N, ça c'est réel. Donc le réel ici, il est superflu. Les parenthèses pour dire la suite, bon je sais que c'est
la notation standard dans l'éducation nationale, mais ça c'est une vraie question, on viendra sur cette question un peu plus tard. Bon, ça c'est des questions annexes, bon, ça me choque pas trop non plus, mais bon, je comprends pas pourquoi on dit pas soit U la suite réelle donnée par ça. Démontrer que U est croissante et majorée. Donc visiblement, la personne qui fait ça, elle choisit d'étudier une fonction. Alors, bon, vous allez voir que toutes les erreurs, toutes les maladresses, parce qu'il n'y a pas vraiment d'erreur, mais c'est que des maladresses de rédaction. Mais ces maladresses de rédaction, moi j'ai un problème avec des consignes comme ça. Il y a beaucoup d'abus de langage en mathématiques. On ne fait que ça en maths, des abus de langage. On en fait tout le temps. Par exemple, en terminale, on écrit x, quand on résout des équadifs, x, y' égale x plus 1, par exemple. Ou y' égale x plus 1, pour résoudre cet équadif. Alors qu'on devrait dire, pour tout x dans un intervalle bien précis, x, y' de x égale x plus 1. Et pas x, y' tout court égale x plus 1. Mais on le fait quand même. Il y a plein de choses qui sont abusives en maths. Tout le temps. Des abus d'écriture, il y en a partout. Et donc là, dans cette question, il s'agit de détecter finalement les abus qui traditionnellement sont interdits dans l'éducation nationale. Donc c'est une question de culture éducnate, quoi. Il faut avoir la culture éducnate. Et au-delà de la culture éducnate, il y a peut-être aussi une culture formelle tout court, un minimum de culture formelle. Alors, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Par exemple, quand vous écrivez soit f de x égale 2x plus 1 sur x plus 1. C'est pas bien joli, parce que on ne baptise pas f de x égale 2x plus 1 sur x plus 1. Quand on dit soit, on veut dire on se donne f de x égale 2x plus 1. Mais c'est pas ça. C'est pas soit n dans grand N, vous voyez, on voudrait dire soit f, la fonction, donc f 2 points, x associe 2x plus 1 divisé par x plus 1, virgule, x dans quelque chose. X dans quoi pour au moins stipuler l'ensemble de départ. Avec comme ensemble d'arrivée, sous-entendu R. Donc ici, le candidat aurait dû écrire soit f 2 points, x associe 2x plus 1 sur x plus 1, virgule, x appartient à i, où i est l'intervalle, par exemple, moins 1 ouvert plus l'infini. Alors pourquoi moins 1 ouvert plus l'infini ? Parce qu'on a besoin que de l'utiliser, que de l'étudier sur des nombres positifs, puisqu'on va faire du f de n après. Donc voilà pourquoi je m'intéresse que à la partie qui va de moins 1 jusqu'à plus l'infini. On a f' de x égale ça, il faudrait justifier quand même que f est dérivable. Alors c'est pareil, est-ce que c'est sous-entendu dans un cours de terminale que les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur domaine de définition, ou est-ce qu'il faut le démontrer ? Donc moi, dans le doute, je justifierai tout en disant, bon quand même, x associe 2x plus 1, et x associe x plus 1, c'est ce que je vais dire un peu plus loin. Vous voyez, ces fonctions-là. Et celles-là sont polynomiales, donc elles sont dérivables sur R, donc sur I. Et comme le quotient x associe x plus 1 ne s'annule pas sur I, f est dérivable sur I. Voyez comment je préfère dire, je parle de fonction, donc je ne mets pas 2x plus 1 tout court, je mets bien x associe 2x plus 1, pour montrer à la personne que formellement, je ne confonds pas un nombre et une fonction. Je ne confonds pas le réel 2x plus 1 avec la fonction polynomiale de R dans R qui a x associe 2x plus 1. Donc f est dérivable sur i, ça c'est par quotient de fonction dérivable, c'est théorème généraux. Et puis ici, le on a, pareil, il faut introduire le x au moins, et écrire, une fois qu'on a dit que c'était dérivable, on se donne un x dans i, et on a 2 points, et puis ici on écrit f' de x. Alors là la question, là on est exactement dans tous les débats stériles sur quels sont les abus autorisés, quels sont les abus non autorisés. Pour moi, c'est des discussions de comptoir, quasiment. C'est pas très intéressant, en fait, ce qu'on veut montrer je trouve, aux candidats, là, ce qu'on veut faire dire aux candidats. Par exemple, cette notation, elle est très critiquable. Parce que ici, le x est fixé, on a le même x ici, alors que là, c'est censé être une fonction qu'on dérive. C'est très critiquable. Mais c'est aussi critiquable, c'est de la même manière critiquable quand on écrit x, y' égale x plus 1 dans les équadifs. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc,
Alors, par exemple, vous voyez, moi, quand j'étais gamin, pour moi, ce qui est écrit là, c'était t associe 2t plus 1 sur t plus 1, ça c'était une fonction. Ça c'était sa fonction dérivée, donc ça c'était un objet fonction. Et appliqué en x, pour moi, c'était la définition, et pour mon prof de première, c'était la définition, bon, peut-être que j'avais pas un bon prof de première, hein, je l'adorais, moi, mon prof de première, il était super. Quasiment comme tous mes profs, d'ailleurs. Pour moi, c'était ça la définition. Donc vous voyez, est-ce que ça, c'est faux? Est-ce que c'est un abus? Ou est-ce que c'est par définition ça? Ou est-ce qu'il faut le proscrire parce qu'on a décidé de le proscrire alors qu'on autorise d'autres abus? C'est inique, en fait. Si c'était dans le bulletin officiel, on pourrait demander à ce moment-là à tout candidat au CAPES de connaître quelles sont les conventions et les modes actuels. Ensuite, U sur V prime, là. Alors là, c'est moche quand même, parce que là, il n'y a même plus de référence à X, là-dedans. Alors qu'ici, on a le nombre f' de x qui dépend fortement de x. Donc là, quand même, bon, faut pas exagérer. En plus, on ne sait pas ce que c'est u, on ne sait pas ce que c'est v. Donc là, vraiment, là, c'est horrible. Bien, donc, et puis donc, f' égale ceci. Bon, moi, j'écrirais juste ça, quoi. F' de x égale ceci. Je fais apparaître la formule de dérivation, mais sans en faire des caisses, en rappelant de manière un peu naïve la formule de dérivation d'un quotient. Et puis, j'en profite pour simplifier. Ici, bon, pas de problème, mais vous voyez, le x qui est là, il n'a pas été introduit, donc on ne sait même pas si ça existe. Hein. Ça se trouve x égale moins 1, ce qui est écrit là. Enfin, à nouveau, même erreur, de même type, c'est-à-dire confusion entre l'objet fonction et l'objet réel. Non, c'est f est croissante. Comme u est croissante, hein, on ne dit pas, pour revenir sur les suites, vous voyez, on dit f est croissante. Pourquoi on dit un parenthèse est croissante? Puisque un, la suite u, c'est la fonction qui a n associe u de n. C'est une fonction. Donc, c'est incohérent d'obliger les élèves à écrire f est croissante et de dire qu'il faut mettre un, alors qu'en plus n est utilisé ici, ce qui est quand même pas terrible. Hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein, d'ailleurs ici. Hein. Les confusions qui sont là, on les retrouve dans le concepteur du sujet a fait les mêmes confusions ici en mélangeant du muet là-dedans avec du pas muet ici. Voilà, bon, ça c'est pour la petite blagounette. Bref, et vous voyez ici le un croissante là, il est moche. Pourquoi on dirait pas f de x parenthèse alors, si on veut être cohérent? Bon bref, f est croissante et par conséquent, U est croissante. Alors là, il y a quand même une petite précision. Pourquoi? Parce que f est croissante sur un intervalle. Dérivée positive. Est-ce que ça implique fonction croissante? Non. Par exemple, je sais pas moi, la fonction moins 1 sur x, sur r étoile, a une dérivée positive. Pourtant, la fonction moins 1 sur x n'est pas croissante sur r étoile. Puisqu'en moins 1, elle est plus haute qu'en 1. Donc, et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est parce qu'il faut être sur un intervalle. Donc là, il faut dire, f', elle est positive sur l'intervalle i. Donc, f est croissante sur i. Et comme n, mes entiers, appartiennent à i, donc comme n est inclus dans i, la fonction u, qui a n associe f de n, c'est-à-dire la suite u, est croissante. Voilà, c'est la restriction. U est la restriction d'une fonction croissante à n, donc est croissante. Voilà ce que je dirais. Ça, c'est pour l'exercice 2. Ensuite, pour la partie A. Ensuite, on montre maintenant que la suite un est majorée. Ok. Comme limite un égale limite de ça, bon alors là on a encore les mêmes problèmes de convention d'écriture, hein. Visiblement c'est un exercice où c'est retrouver l'abus d'écriture. Est-ce que c'est vraiment faux ce qui est écrit? C'est incorrect conventionnellement. Voilà. Par exemple si on écrit lim u,
Moi, ça me choque pas, lim U. Bah oui, parce que U étant une fonction de n dans R, chez les suites, la notion de limite, c'est uniquement à l'infini. C'est pour le filtre de Fréchet, pour ceux qui connaissent la topologie. Donc c'est uniquement à plus l'infini. Donc si on écrit lim U, c'est formellement pas stupide. Bon, l'écrire lim UN, c'est pas malin, parce que il y a du muet ici qui n'est pas réindiqué ici en bas, là, donc sous le mot limite. Donc soit choisis ton camp, soit t'écris limite quand n tend vers plus l'infini de UN, soit t'écris limite en plus l'infini de U, soit t'écris lim U tout court, mais pas ça. C'est quand même pas très beau. Voilà. Ensuite, bah là, s'il y a s'il y a une référence à n ici, bah, il en faudrait aussi ici. Et puis, la détermination de la limite est un peu rapide, parce que c'est une forme indéterminée en terminale. Bon, alors là, si vous avez fait un bac plus 3, 2n plus 1 sur n plus 1, vous sortez l'équivalent qui est 2n sur n qui est 2. Donc cette suite étant équivalente à la suite constante égale à 2, elle a la même limite que cette suite constante égale à 2, donc elle a pour limite 2. Donc on peut sortir ça, sinon on la fait version terminale, on factorise par n en haut et en bas, puis on simplifie par n l'expression, en ayant bien pris soin de prendre un antinaturel n non nul dans cette manipulation, et on obtient sans difficulté par produit 2 fois quelque chose qui tend vers 1, donc 2. Alors maintenant, donc ok, le candidat cherche la limite, et il dit la suite est majorée par sa limite. Oui, parce que la suite est croissante. Comme la suite est croissante, elle est majorée par sa limite. Alors ça vient d'où le fait qu'une suite croissante est majorée par sa limite? Déjà, une suite est toujours majorée par son sup. Donc si la suite est majorée par son sup, vu que pour une suite croissante, le sup c'est la limite. Si le sup est fini, on a bien un majorant fini de la suite U. Pour une suite croissante, la limite c'est le sup. Donc si la limite est finie, le sup est fini. Et si le sup est fini, il constitue un majorant pour la suite. Donc oui, mais alors qu'est-ce que c'est compliqué? C'est alambiqué en fait. Alors qu'on peut faire beaucoup plus simple. Pour la question 1 par exemple, est-ce que la suite est croissante? Pour savoir si elle est croissante, qu'est-ce qu'on fait? On se donne un n naturel, et puis on a bien sûr un plus 1 moins un, on fait son petit calcul, ça nous fait 2 facteurs de n plus 3 sur n plus 2, moins 2n plus 1 sur n plus 1, on met tout au même dénominateur, le dénominateur c'est n plus 1, n plus 2. Ici, on peut facilement voir que les 2n carrés se simplifient, et il reste donc 3 moins 2 qui fait 1. Maintenant, étude de signe évidente, le numérateur est strictement positif, le dénominateur est un produit de nombres positifs, c'est positif. Et donc, la suite est croissante. Donc, U est croissante. Et ensuite, je peux continuer, je peux même dire, de plus, on a, pour le même n, 2 moins un qui est égal à ça, et ça c'est vrai donc pour tout n, hein. Donc 2 major u. Donc vous voyez, en fait, on a gagné énormément en simplicité en faisant ça, plutôt que tout ce qui est écrit là, avec toutes ces erreurs, dérivabilité qui manquent, et tout ça. Voilà. Donc il y avait beaucoup de choses à dire dans l'exercice 2. Voilà, ensuite pour terminer cette première partie, c'est intéressant cet exercice 3, on va vous faire garder la suite géométrique de premier terme 1,5 et de raison 1,5. Et la somme de ces termes-là, on vous demande de montrer qu'elle tend vers 1. Bon, en fait, il n'y a aucune difficulté parce que c'est une formule de première. C'est du bac moins 1, là, ici. Pour calculer la limite de Qn, c'est vraiment une évidence. On sait calculer Qn directement en fonction de n, et puis on applique la règle sur la limite de Q puissance n, avec Q strictement compris entre moins 1 et 1, qui tend vers 0. Bon. Donc l'exercice est trivial. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est on vous dit qu'il y a une erreur. Voilà. Rappelons-nous la consigne. Hein. Justifier les éléments qui permettent de repérer des erreurs. Avouez que la consigne ici est bizarre. Qu'est-ce que vous pouvez bien répondre? Bon, alors, d'abord je vais faire une petite aparté.
moi j'ai eu des étudiants, j'ai eu la chance de rencontrer des étudiants en première et deuxième année qui étaient issus de pays très différents de la France, qui venaient de Chine, du Vietnam, qui venaient des États-Unis, qui venaient d'Angleterre, d'Allemagne. Et puisque je parlais de l'Angleterre, chez les Anglais, il y a une tradition plus fréquente, enfin, comment dire, il est très fréquent de faire des dessins qui constituent des preuves. C'est pas du tout notre tradition française, mais moi j'ai rencontré pas mal d'étudiants anglais qui faisaient des dessins et qui disaient que les dessins étaient considérés, quand ils étaient suffisamment bien faits, comme des preuves par leurs enseignants. Donc, est-ce que c'est une erreur, ça ? Ça dépend. Je veux dire, si vous montrez ça à un étudiant anglais très fort, il vous dit que c'est une preuve, et il n'y a aucun problème. Mais si vous montrez ça à un étudiant français, il va vous dire qu'il n'y a pas de preuve, parce qu'il y a juste un dessin, et il va vous dire un dessin ne constitue pas une preuve, parce que c'est sa culture au petit français. Mais est-ce que c'est une erreur mathématique ? Ça, c'est une vraie question philosophique. En quoi certains hiéroglyphes, suite de hiéroglyphes constituent une preuve, et en quoi une autre suite de hiéroglyphes n'en constitue pas ? Parce que si on dit qu'il n'y a que le langage formel qui est autorisé, ce qu'on fait, c'est pas du langage formel de toute façon. C'est un ersatz. Ça aussi, c'est un ersatz. Voilà. Donc si on est un peu ouvert d'esprit, pour moi, il n'y a pas vraiment d'erreur là-dedans. D'ailleurs, ce serait plutôt intéressant de trouver en quoi ça peut constituer une preuve même. Mais mettons-nous à la place de celui qui passe le CAPES avec sa tradition française. Là, dans ce cas-là, on dirait la réponse donnée n'est pas une preuve écrite dans le formalisme traditionnel des mathématiques et ne constitue donc pas une preuve recevable. Il n'y a pas de référence à la définition ou à des propriétés du cours, il n'y a pas une succession de donc, etc. Donc, ça ne constitue pas une preuve. Ok, bien. Passons, donc du coup, voilà, c'est vite fait. Et puis, ensuite, si on vous demande de rédiger une preuve, parce qu'on va quand même résoudre, donc moi je mettrais ça en question 1 et 2, non, il n'y a pas de preuve ici, il y a un dessin qui ne constitue pas une preuve, au sens de la pratique traditionnelle de l'éducation nationale française. Voilà, point. Je mettrais même pas de mention que dans d'autres pays, ça peut constituer une preuve. Je dirais rien. Et puis ensuite, je résous l'exercice en calculant directement, vous voyez comme ça, Qn, c'est premier terme, 1/2, puis je factorise par 1/2, puis ensuite j'ai la somme de 0 à n-1 des 1 sur 2 puissance n, que j'ai écrite ici. Je simplifie, j'obtiens 1 moins 1/2 puissance n qui tend vers 1. Alors ça, pareil, est-ce que c'est abusif ou pas ? On prépare, tous les petits préparationnaires utilisent ça sans aucun problème, mais peut-être qu'au collège, peut-être qu'au lycée, on ne veut pas que les profs utilisent ça. Alors écrivez plutôt limite quand n tend vers plus l'infini, comme c'est écrit ici. Je l'ai mis ici, mais c'est parce que je suis libre. Mais si j'étais le jour de l'épreuve et que je voulais vraiment mon CAPES, j'écrirais en mode éducation nationale. J'écrirais comme ça. Oui, le sous-entendu, c'est n tend vers plus l'infini. Ici, bien sûr. Une fois qu'on a donné la réponse et qu'on a dit ça, vous vous demandez peut-être pourquoi je dis que ça peut constituer une preuve. On peut quand même s'intéresser au dessin. Vous avez remarqué que si le carré a pour côté 1, alors le premier rectangle de droite a pour R 1/2, puis ce carré-là a pour R la moitié de 1/2, donc 1/4, puis ce rectangle-là a pour R la moitié du carré qui est là, donc 1/8, puis ici, le carré qui est là a pour R la moitié de ce rectangle, donc 1/16. Et on se rend compte que la partie hachurée, donc si vous notez, je sais pas moi, n, c'est le nombre de parties hachurées, de rectangles qui sont hachurés. Oui, un carré, c'est un rectangle. Donc si vous notez n, le nombre de rectangles hachurés, et Qn, c'est juste l'aire de la surface constituée par ces n rectangles. En particulier, la partie blanche, c'est le tout moins Qn. Et si vous vous intéressez à 1 moins Qn, donc cette partie blanche, vous voyez que son aire est divisé par 2 à chaque fois. Donc 1 moins Qn, alors moi je le mettrais en remarque, annexe,
la partie blanche, c'est 1 moins Qn, et 1 moins Qn est géométrique de raison 1/2, oui, puisqu'à chaque fois, on divise par 2 la partie blanche. Donc, puisque sa raison à 1 moins Qn est 1/2, eh bien 1 moins Qn tend vers 0, car 1/2 est bien strictement compris entre moins 1 et 1. Et puisque 1 moins Qn tend vers 0, bah ça constitue bien une preuve que Qn tend vers 1. Il n'y a pas de problème, Qn tend vers 1. Voilà pour la partie 1. Je réserverai une vidéo spéciale pour les autres parties, sinon la vidéo est un petit peu trop longue. Et donc je vous dis à très bientôt pour la suite de cette épreuve.